50 avec 3000 tracts. Donc on va vous donner 60 tracts environ par personne. Mais d'abord, ceux qui tractent restent à ma droite, ceux qui collent vont à ma gauche. Encore un petit peu. Après, il faut juste attendre 2 secondes qu'elle épaississe. Ce qui est bien, c'est que ça colle tout seul. Regardez sur qui on colle. Ah, alors ça, c'est les patriotes, mais du coup, ils vont être recouverts. Par contre, il faut que tu mettes bien sur le côté du poteau. Ah oui, on se rend pas compte parce que c'est des plus petites affiches. Ouais. En fait. Les affiches sont proportionnelles au score. Et à la consistance du programme. Comme c'est tout en haut. Alors on affiche la tête d'Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat. Et bien comme ça, au moins, tout sera prêt le jour où il aura envie de présenter sa candidature. On reprend des codes qui parlent aux jeunes, donc Netflix, et on fait passer des messages. La campagne présidentielle, c'est une bonne série américaine? C'est une excellente série américaine, c'est une série rythmée, avec des hauts, des bas, des moments compliqués, des moments de joie, de bonheur. Une conclusion finale le 24 avril, et on espère qu'il y aura une nouvelle saison derrière. Si j'étais présidente... Nous sommes le pays de tout est possible. C'est ça la France. C'est parce que j'ai mal à la France. Je pense que la France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. Remonter ensemble la France, nous le pouvons. Je suis la candidate de la France du peuple. Ma gauche, à moi, à nous. Vive la France, vive la République. J'ai décidé, je suis candidate à la présidence présidentielle. Ce jour-là, plus de 15 000 sympathisants participent à un acte de naissance. Reconquête, c'est le nom de ce mouvement que j'ai voulu fonder. Rejoignez-nous. Un nouveau parti politique. Alors à quoi ressemble-t-il? Situé dans les beaux quartiers de Paris, officiellement Reconquête compterait déjà 75 000 militants, même s'il est impossible de vérifier le chiffre. Adhésion en ligne ou par voie postale. Ah, le courrier du jour. Merci. Ok, oulala. Donc là, il y en a plus de 500. Alors parfois, il y a une petite lettre. Je suis un retraité qui ne perçoit que 650 € par mois, donc je ne peux vous envoyer que 10 €. Merci de votre compréhension. Voilà, avec mes remerciements et tous mes encouragements. Donc là, c'est un monsieur qui adhère pour 30 €. Ici, 50. Donc là, 200 €. Monsieur Zemmour, votre doigt d'honneur est la réplique qu'aurait effectuée la grande majorité des Français, ainsi offensés. Soyez vous-même sincère, spontané, révolté, authentique. Vous êtes notre miroir. Rendez-vous au présidentiel. On reçoit beaucoup d'encouragements comme ça. Beaucoup. Il ne reste plus qu'à prier pour que monsieur Zemmour soit notre prochain président. 100 €. Pour enregistrer un maximum de militants, le parti d'Éric Zemmour, c'est des promos tout l'hiver. Pour ceux qui sont en difficulté ou les moins de 30 ans, l'adhésion est à 10 €. Donc c'est voilà, juste 10 €. Pour ceux qui sont en couple, il y a une adhésion qui est possible, c'est 50 € pour 2 personnes. Voilà, juste 50 €. Autrement, il y a une adhésion simple à 30 €, puis après une adhésion bienfaiteur, je crois, à 100 € si je ne me trompe pas. Et là, qu'est-ce qu'on a en plus? Pour l'instant, rien de spécial. On va voir, là, on est en pleine révolution. On ne s'attendait pas autant d'adhésions directement, donc on va déterminer ça plus tard. Le plafond, c'est 4 600 € par personne pour financer la campagne du candidat. Donc là, voilà, on a un don de 1 000 €. Le parti d'Éric Zemmour assure avoir déjà récolté 9 millions d'euros. Ce qui est certain, c'est que la boutique tourne à plein régime, notamment les produits dérivés, dans cette salle qui ressemble à un petit entrepôt. On va avoir comme modèle ceci par exemple, Éric Zemmour 2022. Et on va aussi avoir un t-shirt comme ça, Faites Zemmour pas la guerre.
Alors tous les produits sont à 14,90 et à partir du deuxième produit, la livraison est offerte. Une bonne vieille technique de commerçant. Et ça marche. Depuis ce matin, les colis s'entassent. On estime qu'on a fait pour le moment quelque chose comme 300 commandes. Vous allez les distribuer où ces paquets alors? Globalement en France, mais il y a aussi, on a des commandes vers Benelux, Suisse, Allemagne, Autriche, et on a des fois des commandes particulières vers notamment les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Pour le moment, dans la course à l'Élysée, Éric Zemmour est dans le rôle du trouble-fête. Alors que Valérie Pécresse réalise une percée, au point de se qualifier dans les sondages pour le second tour, quelques jours seulement après avoir été choisie par son parti Les Républicains. Du coup, elle a les honneurs de Paris Match. À gauche. Ouais. C'est le jour du résultat. Non, décembre. Il y a marqué 4 mois, c'est 4 décembre. Ouais. C'est votre première couverture sur Valérie Pécresse ou pas? Oui, c'est la première fois qu'on fait la couverture avec Valérie Pécresse. À la fois, ça fait longtemps qu'elle est en politique et elle est relativement nouvelle pour le grand public. J'ai 20 ans de vie politique et j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais regardé. Ce qui est difficile, c'est de garder son attention. C'est comme elle pense à plein de choses, elle part dans ses pensées, dans toutes les histoires de campagne. Donc il faut essayer de la récupérer à chaque fois pour avoir son attention. Et quand on l'a, elle est vraiment là et vraiment très présente. Quasiment un exercice obligé, la candidate s'affiche avec sa famille. Et pour la famille politique, c'est quelques semaines plus tard, dans le tout nouveau QG de campagne, où tous les poids lourds des Républicains sont convoqués. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à La Fabrique, notre quartier général de campagne. Alors c'est au cœur de cet espace ouvert à tous que je veux vous présenter aujourd'hui l'équipe. D'abord, je suis évidemment entourée de mes 4 coéquipiers du Congrès des Républicains, mes mousquetaires que je consulterai en permanence, Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin. Les mousquetaires, mais aussi les 10 conseillers politiques, les 3 conseillers spéciaux, les 6 porte-paroles et les 34 orateurs. Le tout dans un immense espace de 1500 mètres carrés. Là, habituellement, c'est des petites salles également de réunion qui peuvent servir également de salle de déjeuner. Ça fait pas trop Startup Nation comme Emmanuel Macron, ce QG? Non, ça fait France moderne, ça fait vraiment lumineux, il y a des petits clins d'œil à des films, à des séries, et donc c'est ça qui plaît aussi. C'est bien ce qu'on disait. Un esprit start-up pour toute l'équipe, sauf les fameux mousquetaires qui bénéficient chacun de leur propre espace. Un des premiers bureaux d'un des candidats à la primaire qui aujourd'hui est l'un des mousquetaires autour de Valérie et Éric Ciotti. Bureau privé, sans doute pour ménager les susceptibilités. Donc là, pareil, c'est le bureau qui va servir à Xavier Bertrand qui est ici présent et au travail. Est-ce que vous trouvez les bureaux agréables? Ils sont très bien, ce bureau. Alors, on n'a pas vocation non plus à y passer trop de temps dans les bureaux, mais pour l'instant, c'est bien, c'est important. Pourquoi vous n'avez pas vocation à y passer trop de temps? Terrain. Hop là. Donc, voici le bureau de Valérie Pécresse. Vous avez Yoda, vous avez l'affiche de film Le Président avec Jean Gabin. Un bureau d'une personne essentielle dans cette campagne électorale, qui est celui de Patrick Stefanini, qui sort pour une réunion de travail. Bonjour, on connaît, on s'est déjà vu. Le directeur de campagne en appelle à la mobilisation générale. 50 personnes dans cette salle de commandement, des mousquetaires de terrain. À 3 mois de la présidentielle, plus que jamais, celui qui dicte la marche à suivre, c'est Patrick Stefanini.
Sur la durée de la campagne, vous avez au minimum à accueillir Valérie une fois, c'est-à-dire au minimum, hein, et parfois plusieurs fois, parce que par définition, on va essayer de couvrir avec Valérie un maximum de départements, mais vous aurez aussi à accueillir les mousquetaires élargis, chacun et chacune dans votre région. On est bien d'accord là-dessus. Alors, programme type d'un déplacement d'un mousquetaire élargi. Mousquetaire tout court, si tu veux. D'abord une interview dans la PQR qui est faite 24 heures ou 48 heures avant et qui paraît le jour de la venue du mousquetaire dans votre région. Donc ça se prépare. Si vous avez été choisi comme orateur, c'est pas seulement parce que vous êtes consensuel, comme l'a dit Valérie, mais aussi parce que vous avez une bonne pratique de la presse locale, vous avez des relations personnelles avec les rédacteurs en chef de la PQR, etc. Absolument. Donc l'objectif, c'est vraiment de couvrir les villes moyennes. Les villes moyennes. Ne pas tomber dans le piège. Et souvent, la suite, c'est sans notre caméra. À la sortie, plusieurs anciens ministres de droite et revoici Patrick Stefanini, qui occupait le même poste 5 ans plus tôt, mais pour le candidat Fillon. Qu'est-ce qui change par rapport à 2017 ? Moi, j'étais déjà le directeur de campagne à l'époque. Je peux vous dire que je sens bien que le climat de cette rentrée, là, début janvier, c'est pas du tout le climat que nous avions vécu il y a 5 ans. Il y a une formidable énergie, il y a une volonté de gagner, il y a une volonté de ne pas gêner la candidate, de l'appuyer, de la soutenir, de l'entraîner. Voilà, ça c'est extraordinairement positif. Et c'est cette notion clé d'équipe. Si une présidentielle se gagne en équipe, elle se gagne surtout sur le terrain. Tous les terrains. Et les Outre-mer, 1,5 million d'électeurs potentiels, sont à ce moment-ci de la campagne très courtisés. Jean-Luc Mélenchon est en Guadeloupe, une terre où 5 ans plus tôt, au premier tour, il a récolté presque autant de voix qu'Emmanuel Macron. Faut y aller. Alors qu'est-ce que vous me voulez, vous? Attendez, on va faire des réponses intelligentes. Beaucoup pensent que ce sont des territoires, comme ils disent, ultra-périphériques. Et en quelque sorte, on dit, bah tout ça, c'est loin, et puis il y a une part de folklore. Ils ne se rendent pas compte que les Drômes sont en quelque sorte du concentré de ce qui est en train de se passer dans l'Hexagone sans qu'eux-mêmes ne s'en rendent compte. Je sais que je vais apprendre ici des choses qui sont valables pour l'Hexagone. Le patron de la France Insoumise ne croit pas si bien dire. La 5e vague de Covid s'invite frontalement dans la campagne. Hôpital de Pointe-à-Pitre, il va rencontrer le personnel soignant en grève parce que refusant l'obligation vaccinale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au combat. Un peu comme un reporter de terrain, pour chaque rencontre, Jean-Luc Mélenchon prend des notes. Nécessaire à la présentation du schéma vaccinal complet. En vue d'un discours qu'il doit donner le soir même. Oui, madame est suspendue également, elle est cadre. Voilà. Ça fait 29 ans que vous faites le boulot. Oui. Absolument. Et donc j'ai constaté que non seulement je n'ai pas été payée, mais je dois encore à l'hôpital 1 500 et quelques euros. Et pourquoi? Parce qu'elle a été suspendue le 13 octobre. Elle a été payée entièrement au mois d'octobre, donc on réclame le surplus du 13 octobre au 31 octobre. Écoutez, sauf s'ils veulent vraiment mettre le feu, mais je pense que ça, ils peuvent arriver à comprendre que c'est absurde. Jean-Luc Mélenchon se dirige ensuite vers une des figures locales de la contestation qui secoue l'île depuis maintenant plusieurs semaines. On a fait le tour. Les Guadeloupéens n'ont pas confiance en la parole de l'État en matière de santé publique. Depuis toujours, l'État nous ment sur la gestion de l'eau, l'État nous ment sur le chlordécone, l'État nous ment sur les sargasses et nous met autour d'une table. Rappeliez tout ça parce que les gens ne se rendent pas compte d'où vient la méfiance des Guadeloupéens. Ils croient que ça pourrait être un caprice ou des superstitions, mais ce n'est pas le cas. C'est que vous êtes appuyé sur une expérience de ce qui vous est arrivé. Ça a été reconnu sur le plan. Encore quelques prises de notes. Est un effet. La suite se passe en coulisses, juste avant le meeting du candidat. Donc là, c'est votre discours. Ah, ouais. Vous vous y retrouvez là-dedans.
Et là encore, c'est bien. Des fois, c'est que des traits, des flèches. C'est affreux. J'aimerais savoir comment vous vous sentez, Monsieur Mélenchon, parce que là, c'est la 3e campagne pour vous. Bah, disons qu'à la 3e, on est un peu plus décontracté qu'aux 2 autres, hein, surtout que la première. Alors, c'est plus fluide. C'était... le stress était par-dessus tout. Il n'y a pas d'école de candidat. Vous passez votre temps, vous demandez à quoi ça sert, si ça va marcher ou pas. Vous marchez sous les coups, quoi. Des sondages qui ne sont pas toujours favorables, des commentaires qui ne sont pas toujours aimables. D'ailleurs, on peut dire même le contraire, c'est qu'ils sont tout le temps pas aimables. Vous sentez que c'est une campagne spéciale, cette 3e campagne? Je ne me rappelle pas dans le passé d'avoir connu une ambiance aussi glauque qu'aujourd'hui. Avec autant de gens qui appuient où ils en sont. On a le sentiment d'une détresse générale qui est beaucoup plus grande. Donc ça doit se manier avec précaution parce qu'il ne s'agit pas non plus de désespérer tout le monde. D'en rajouter sur l'ambiance déjà terriblement anxiogène qu'il y a dans le pays. Et puis il faut quand même essayer de donner la pêche aux gens, quoi. Et pourtant, une fois sur scène devant 900 personnes, le climat anxiogène va très vite refaire surface avec une cible, Emmanuel Macron. C'est pas que cet homme ne soit pas intelligent, il l'est. C'est pas qu'il ne soit pas cultivé, il est sans doute aussi. Mais c'est qu'il n'a rien à vous dire. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce qu'il a à proposer, c'est ce qui s'est cassé la figure partout, c'est-à-dire le néolibéralisme, dont vous êtes en train de manger maintenant les meilleurs morceaux, c'est-à-dire la catastrophe. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de voies de chemin de fer. Tout est privé, ils estiment. Et quand tout sera privé, vous serez privé de tout. Voilà la vérité, voilà pourquoi il n'a rien à vous proposer. Autre océan, autre déplacement stratégique. À 8000 km de Paris, nous allons maintenant à Mayotte, près de Madagascar, où il y a plus de chômeurs que de travailleurs et où l'on recense 4 fois plus de cambriolages que dans l'Hexagone. C'est une technique, tout le monde n'a pas la technique. Mayotte est de très loin le département français le plus touché par l'immigration illégale. Thème de prédilection de Marine Le Pen. Ici, aux dernières élections européennes, la candidate est arrivée en tête. Ce déplacement, dit-elle, c'est pour montrer ce qui attend la métropole si rien n'est fait. Alors madame, vous promettez quoi nous les jeunes? L'avenir, un avenir de tranquillité sur la délinquance et de prospect, justement tranquillité. Voilà. Le voyage va s'effectuer par convoi sécurisé avec gendarmes et gardes du corps. En convoi sécurisé sur les routes de Mayotte, Marine Le Pen fonce vers un établissement scolaire, symbole des violences quotidiennes sur l'île. Malgré les barbelés, des lycéens sont victimes tous les jours d'agressions. Alors la candidate va jouer l'écoute. Moi, on m'a agressé, ça fait déjà 4 fois ici au lycée. Il y a partout des couteaux. Des fois, on va aux toilettes, on se demande si ça va pas nous poignarder là-bas. Pour nous, l'État ne fait rien. Parce que vous voyez tous les jeunes là qui nous caillassent là, qui nous agressent là. Avec une machette, un couteau, ils font rien. Ils l'amènent à la gendarmerie. Et là, ils vont dire non, il n'a pas encore l'âge. Du coup, on le relâche. Le lendemain, il revient. C'est comme ça qu'ils font à chaque fois. Ah ouais. Je suis très sensible à ce que vous vivez. J'ai 3 enfants. Ils sont maintenant un peu plus âgés que vous, mais pas beaucoup plus. Et je pense que si l'ensemble des Français savaient ce que vous vivez au quotidien, croyez-moi, ça réagirait. Alors je suis là aussi pour ça, pour être votre porte-parole. En attendant de pouvoir faire beaucoup plus. Et ça dépend pas encore de vous. Porte-parole de la colère et d'un État qui s'écroule. C'est la stratégie de Marine Le Pen pour ce déplacement exclusivement consacré à l'insécurité.
La suite nous amène dans un hôpital, lui aussi cible de violences quotidiennes. Donc là, c'est le bureau des entrées, là où on fait les formalités administratives. Là, c'est la salle d'attente. Là, on a les bureaux de consultation. Mais bon, vous voyez dans quoi on travaille. Donc, si vous voulez, c'est quand même pas très engageant, quoi. C'est-à-dire, quand on passe, on croit que c'est la prison. Oui. Mais en fait, non, c'est le dispensaire. Non, mais bien sûr, c'est entouré de barbelés. Enfin, ce problème de l'insécurité est un problème qui pourrit tout, en fait. Marine Le Pen improvise une réunion avec le personnel soignant. Oh. Le message : moi, présidente. Mais on va régler le problème de Mayotte. C'est-à-dire qu'on va régler l'avenir. C'est ça aussi, moi, qui m'inquiète. Hein. Je ne vous cache pas, je suis vraiment très, très préoccupé par l'avenir de Mayotte. Pour Marine Le Pen, Mayotte est un laboratoire politique. Elle qui s'est déjà rendue sur l'île une demi-douzaine de fois. Bon, vas-y, donne. Aïe, 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 aïe. C'était exactement à la place à laquelle ça devait être. Cet après-midi, elle organise un meeting et rédige donc maintenant son discours avec un conseiller et un assistant. Alors j'avais rajouté ça, bon, gentillesse. Non mais c'est bon, tu me vires tout ça, tu t'occupes du mien, parce que les corrections que tu as faites, tant pis, les corrections que j'ai faites sont les plus importantes. Pour trouver les mots percutants, la candidate aime se débrouiller toute seule. Donc il n'y en a pas pour longtemps à le virer. Il n'y en a pas pour longtemps à le virer. Et tant pis pour les autres. Reprenez pour lui de ce matin. C'est tout le temps comme ça. C'est normal. C'est normal. Moi, je reprends la version originale qui m'a été envoyée par Renaud et je rajoute la modification papier. On est bien d'accord? Voilà. Donc, je ne tiens pas compte de ce que vous avez fait ce matin. Sauf la punchline. Ok, page 3. Les obsessions sur sa punchline. Je crois vraiment à la profondeur du lien entre le dirigeant et le peuple. En fait, c'est vous votre meilleure communicante, quoi. Ah oui, ça c'est incontestablement. Et vous dites merde aux autres? Ah oui, très souvent. Enfin, pas comme ça. Pire que ça. La candidate va ensuite évoquer une figure qu'elle ne convoque presque plus jamais, son père, Jean-Marie Le Pen. C'est incontestablement un orateur inégalé. Voilà, c'est un orateur inégalé. Mais même ses adversaires, qui étaient assez peu prompts à lui accorder des qualités, lui accordaient celle-là. C'est un tribun. Et vous dites que vous n'avez pas de modèle, mais là quand même... Ah oui, là oui. Ouais. Oui. Il est possible de vous rendre sécurité, prospérité et confiance en la Avant de prendre la parole, un chant religieux retentit sur ce territoire qui compte 95% de musulmans. Mes chers amis, mais quelle joie! Quel bonheur d'être ici devant vous sur cette belle et joyeuse terre de Mayotte! Dès le début de mon quinquennat, je mettrai un terme immédiat à cette immigration illégale folle qui en quelques années a fait de vous une minorité dans votre propre île. Je suis musulmane, je suis noire et française et je suis fière de voter pour elle. Voilà. Votre choix est fait. Mon choix, il est fait. Parce que tant que je ne l'aurai pas vu à l'œuvre, Macron, tout le reste, j'ai vu, il n'y a rien. Donc, chiche, on y va, on verra bien. Voilà. Quelques jours plus tôt, à Paris, une opération commando se prépare pour sauver la gauche. Le bloc de gauche, qui dans les sondages, ne dépasse plus les 29%. Au chapitre politique, Arnaud Montebourg, à la peine dans les sondages, plaide pour une union de la gauche. Hasard du calendrier ou annonce à venir sur la campagne. La candidate socialiste Anne Hidalgo doit justement s'exprimer ce soir au JT de 20h sur TF1. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir Gilles Boulot. Aucun candidat de gauche, ni vous, ni un autre, n'est en mesure de se qualifier
pour le second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous en avez tiré des conséquences? Oui, cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se retrouver, se rassembler pour gouverner. Et la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche. Les réactions sont immédiates et c'est plutôt mal parti. Je pense que c'est vraiment l'avenir du pays qui se joue. Et si la gauche dit pas qui est en jeu aujourd'hui, eh bien ça sera plus la même France, ça sera plus la même République. Donc, parce que la gauche, aujourd'hui, dans la République et dans ce qu'est la France, elle a apporté des éléments majeurs. La primaire populaire, ce n'est pas un parti. C'est un mouvement citoyen qui veut un seul candidat à gauche pour gagner la présidentielle. Ouais, clairement, mais c'est ce qu'on fait. Hein. Avec à sa tête un entrepreneur. Non, c'est clair, enfin franchement. Et du coup, elle a pris tout le monde de court, personne ne pouvait s'en douter. Et une militante associative. Au total, 300 000 sympathisants de gauche soutiennent la démarche de Mathilde Imer et Samuel Gribowski. Jadot disait non, tu vois, donc nous on attend pour le moment la réponse de Jadot et des autres. Vous entendez les amis? Nous, on a envie qu'il y ait une primaire qui soit très large, donc on a besoin de continuer à exercer la pression sur Yannick Jadot et sur Jean-Luc Mélenchon pour qu'ils acceptent. Depuis ce matin, il relance tous les partis de gauche pour organiser un vote géant et désigner un candidat unique. On n'est pas en train de déboucher le champagne non plus. On est ravis que ça bouge enfin. On était dans ce qu'ils appellent un faux plat. Nous, ce qu'on appelle un plat tout court, où ça fait là, plusieurs semaines, voire mois, qu'ils stagnent tous en dessous de 10%. Il n'y a pas de dynamique qui se crée. Il y a un moment, il faut bien en sortir, quoi. Nous, on est juste dans un truc où on pense que la gauche et les écologistes peuvent gagner cette élection, mais que ça dépend d'eux, et que là, ils sont en train de nous foutre dans la merde. D'ailleurs, il faut qu'on aille en parler avec le PS. Bonjour Claudia. Sur le chemin, avant d'aller voir les socialistes, les tractations continuent avec les autres partis. Ouais, ça bouge pour moi, ce qu'on peut toujours dire, c'est que... Est-ce que Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon diront ça dans les prochains jours? La pression va être de plus en plus forte sur eux. Il y a Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo. Il faudrait qu'il y en ait un autre gros qui y aille pour que ça vaille la peine. Samuel a eu... Et je dois vraiment vous laisser parce qu'Olivier Faure m'attend. À très vite, merci de votre compréhension. Elle parlait bien. Bon alors, le PS, ils sont où ici? Bonjour. Merci. Oh. C'est très joli chez vous. C'est plus grand que chez nous. Pour les accueillir, le patron du PS qui a le moral dans les chaussettes. D'abord, merci d'être là. La réalité, c'est que toutes les formations politiques ont, pendant plusieurs mois, cherché à travers les sondages à gagner une primaire qui ne disait pas son nom. Le fait est qu'ils n'ont pas permis cela. Et c'est même tout l'inverse, puisque ça a été dit, toute la gauche baisse en permanence. Oui. On a une montée exponentielle de l'extrême droite qui est à plus de 30% au premier tour. On a une droite qui maintenant se révèle être l'offre qui pourrait faire tomber Macron. Et on a une gauche qui tendanciellement baisse. C'est pas... 10 points en 6 mois. Oui, 10 points en 6 mois. Et c'est pas comme si, quand il y en a un qui baisse, l'autre monte. Non. Quand il y en a un qui baisse, les autres baissent avec lui. La réunion se termine. Samuel est déjà sur le dossier d'après, les écologistes. Il vient de recevoir un SMS du candidat Jadot. Eh ben... Je ne vais pas livrer le contenu de nos échanges parce que ce serait une conversation privée. Mais écrit quand? Là, à l'instant, pendant la réunion. Et en fait, ça dit qu'il ne comprend pas ce qui va se passer. Depuis son QG, Yannick Jadot, au contraire, dit qu'il a très bien compris. Quand c'est non, c'est non. J'ai toujours eu la même position. Je suis issu d'une primaire citoyenne, la primaire des écologistes. Regardez les sondages, regardez-les. On est à 8, 8,5. En réalité, on ne baisse pas. En réalité, ces sondages, aujourd'hui, vous le savez, ils disent pas grand-chose. Vous allez voir. Okay. On m'a fait le même coup sur les européennes, on nous a fait le même coup sur les municipales. Ça marche pas, les sondages sont pas bons, c'est déceptif. Et à la fin, on gagne. Vous allez voir. Vous allez voir. On verra ça. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les organisateurs de la primaire populaire. Après les écologistes, c'est la France insoumise et le Parti communiste qui tous disent non.
Bonjour Mathilde Himer. Bonjour. Porte-parole de cette primaire populaire, avant de vous entendre, vous avez entendu les écologistes, les communistes, les insoumis, c'est non à une primaire ouverte, c'est mort. En politique, c'est toujours non, jusqu'à ce que le rapport de force permette de dire oui. Donc ceux qui veulent une primaire, ceux qui veulent que l'écologie et la justice sociale gagnent en 2022, je les invite maintenant, tout de suite, plus on sera nombreux. Plus il sera difficile pour Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon de continuer à dire non. Mathilde et Samuel poursuivent les tractations en vue d'une primaire à la fin du mois de janvier, alors qu'à gauche toujours, dans la confusion, une nouvelle surprise va surgir. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Je ne serai pas une candidate de gauche. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Juste d'arriver, elle prend un café avec le maire, donc il y a encore un gros quart d'heure, 20 minutes avant qu'elle descende. Encore un rebondissement dans cette campagne. L'ancienne garde des Sceaux de François Hollande s'apprête à devenir la 8e candidate de la gauche dans le rôle du sauveur. Nous verrons en temps utile comment cette union peut se faire. Je suis absolument persuadée qu'elle peut se construire. J'en suis persuadée. Et j'y mettrai moi-même toutes mes forces. Mais nous verrons, ce sont des choses que nous mettrons en place. Nous verrons, il y a la primaire populaire qui semble le dernier espace. J'ai déjà dit à plusieurs reprises à voix haute tout le bien que je pense de ce processus démocratique et générationnel. Ses fondateurs ont construit la crédibilité du processus, ils lui ont donné une autonomie, il appartient justement à ses fondateurs d'en préciser les règles. On est en retard, je suis venu faire le marché quand même. À 3 mois du premier tour, on appelle bien ça un coup de poker. Un candidat de plus à gauche et un peu de friture sur la ligne. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va. Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Veux-tu me rappeler? Amitié. Bonjour Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle. Tu as mon téléphone, rappelons-nous. Amitié. Dans une campagne présidentielle, c'est un fait de se présenter, c'en est un autre d'obtenir le précieux sésame qui permet la qualification pour le premier tour. Le sujet revient à chaque élection présidentielle. Qui a ou qui n'a pas ces 500 signatures? C'est dur parce que les maires sont comme les Français, écœurés. Je rame, comme tout le monde, je crois. Chère maire de France, le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Aidez-moi. Lou Baumier est maire d'une petite commune de Côte-d'Or. Il soutient Éric Zemmour. Et bénévolement, plusieurs jours par semaine, il va à la chasse au parrainage. Bonjour Alain. Bonjour Lou. Ça va? Ça va, ça va. Monsieur le maire. Et toi, depuis la dernière fois, monsieur le maire? Tout bien. Bah, tu vois, je fais mon petit tour en ce moment. Oui. Tu sais pourquoi? Oh, pour les parrainages. Je me doute. Je pense que ça t'a pas échappé que je faisais un petit tour pour Éric Zemmour. Oui. Je me suis engagé. Je me dis que, allez, je vais proposer aux autres de signer quand même. Alors, je sais que parfois, il faut réfléchir, parfois c'est trop vite, trop tôt, puis donc... Mais moi, personnellement, j'ai encore pas trop réfléchi, mais ma plus grande réflexion pour le moment, ça va être de parrainer aucun candidat ou candidate. Ouais. Pour la simple et bonne raison, on passe au journal officiel. Un vote, ça doit être secret. Et si vraiment il nous manque quelques signatures, je pourrais revenir te voir, je pourrais te repasser un petit SMS. Mon idée, c'est de parrainer personne. Voilà. Ton idée principale, c'est ça. Okay. Bon, allez. Une prochaine.
Faudrait que je dise au revoir aux vaches aussi, une par une, hein, les filles. Maire d'une commune de 46 habitants, Lou Baumier est le premier élu local à avoir publiquement apporté son parrainage à Éric Zemmour. Depuis, il essaye de convaincre d'autres élus ruraux de faire la même chose. Allô ? Ça va? Oui, on peut aller, hein. Ah ouais. Allez, hein. Bon, t'es quoi, t'es sur ton tracteur là? Oui, voilà, encore. Encore? Bah, faut bien qu'il y en ait qui bossent, hein. Ah, bah oui, voilà. Juste savoir, t'es toujours pas convaincu par le Zemmour ou pas? Je vais pas te dire oui, je te dis pas oui, je te dis pas non, je sais pas. Ouais, dis-moi. Ça va, madame le maire? Ça va, et toi? Toi, les parrainages, tu exclus ou tu pourrais penser ou tu pourrais imaginer? Écoute, j'exclus pas. J'attends de voir des programmes de fond. Ouais. Voilà. Vous en êtes où? Non, mais ça. Pas mal de signatures. Non, ouais, non, mais ça avance. Là, on rentre dans le dur. Il reste seulement 1 mois et demi, et pour le moment, le parti d'Éric Zemmour est encore loin de l'objectif des 500 parrainages. Faut savoir semer pour récolter aussi. On peut pas tout avoir d'un coup. Surtout quand on n'a pas de grand parti derrière et on part de zéro en termes d'élus. C'est comme n'importe quelle élection, faut aller chercher les voix une par une. Ça veut dire parfois faire 200 km aller-retour pour décrocher un parrainage. Salle des mariages. Je pense que c'est là. Monsieur le maire, c'est ça? On va s'asseoir. Ouais, allez, volontiers. Je vois qu'il y a déjà une pochette de préparée. Est-ce que c'est le formulaire de parrainage? Oui, bah, c'est super ça. Sinon, j'ai votre mail, je l'ai imprimé, je l'ai pré-rempli. Ah bah c'est super. Donc promesse de parrainage pour Monsieur Zemmour. Hein. Top. Donc bah, je date, je signe. Vous avez regardé le meeting de... Oui. Ouais, et alors, très bon discours, les mots bien pesés, bien justes, d'un certain niveau intellectuel quand même, bien. Et puis. Moi j'ai confiance sur le fait qu'on aura les signatures. Autant vous dire que le candidat vous remercie. Monsieur le maire, vous avez hésité longtemps ou pas? Non, bah, j'ai hésité jusqu'au fait de savoir que M. Zemmour soit candidat, mais non, je n'ai pas hésité parce que mes idées ressemblent à celles de M. Zemmour, donc c'est un parrainage d'adhésion, quoi. Voilà. J'assume mes convictions, il n'y a pas de souci. Puis je vous dis, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont intéressés par le discours de M. Zemmour, donc par rapport à mes habitants, il faut quand même aussi qu'on les représente, quoi, parce qu'on a aussi un peu des comptes à rendre à nos habitants. Et pour moi, je vais tamponner le parrainage. Avec le sceau de la mairie. Ah, cool. Voilà, Monsieur Baumier. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup. Au siège d'Éric Zemmour, combien de signatures déjà collectées? On fait des manchettes et réunions sur les réunions. Seulement 300, nous dit-on. Alors est appelé à la rescousse un ami de 30 ans et nouveau soutien officiel, Philippe de Villiers. On se met comment? Je voudrais bien de... Qui est prêt à ouvrir son carnet d'adresses et surtout livrer des conseils pour draguer les élus locaux. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est de me soutenir? Est-ce que c'est de soutenir un candidat qui est haut dans les sondages et qui, au nom de la démocratie, etc. Voilà. J'ai un maire qu'on me présente hier au téléphone, je l'appelle, et le maire me dit moi je suis d'accord avec Zemmour, surtout depuis 15 ans. C'est le candidat que j'attends depuis 50 ans. C'est évident que je vais voter pour lui dans l'isoloir. Le problème, c'est que le 15 mars, j'ai eu une audience judiciaire. Je suis sûre que la juge est de gauche. Elle va voir mon nom publié par le Conseil Constitue. J'ai peur de perdre mon jugement à cause de mon parrainage. Je sais pas quoi faire, j'hésite, j'ai un cas de conscience. Tous les jours. C'est un scandale. Et non, mais de toute façon, c'est vrai. Et par ailleurs, Anne Hidalgo, qui n'a même pas 5% dans les sondages, a 3000 parrainages. Comment on peut les motiver? Voilà. La meilleure méthode, je pense, vers laquelle il faut tendre, c'est de dire aux maires, vous êtes les parrains de la démocratie. Il faut dire aux maires, monsieur le maire, je ne sais pas du tout ce que vous pensez, mais simplement, je sais que vous êtes profondément démocrate. En fait, vous voulez jouer votre rôle de filtre
que la Constitution a voulu, un filtre pour écarter les rigolos de kermesse. Bon, Éric Zemmour n'est pas un rigolo de kermesse. Quoi que vous pensiez, donc je le connais depuis longtemps, c'est quelqu'un de sérieux, mais je ne vous demande pas de partager la moindre de ses idées. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous voulez être le parrain du débat démocratique. Voilà. C'est ça que je dis au maire. Là. Quand on vous accusait d'impréparation, qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Il y avait des personnes qui... Vous voyez bien. Et on sera prêt le 24 avril au soir. Est-ce que j'ai une tête de mec pas préparé? Lui est déjà assuré d'avoir tous ses parrainages, Emmanuel Macron. Sauf que le président n'est pas encore candidat. Et donc, depuis l'Élysée, il distille des indices même s'il n'y a plus beaucoup de suspense. Quand vous voyez la campagne qui a commencé, est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous pouvez en être absent? Je suis plutôt quelqu'un d'affectif, mais qui le cache. Je suis plutôt quelqu'un de très humain, je crois. Mais quand j'ai été élu, j'aimais la France. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je l'aime encore plus follement. Mais j'aime les Françaises et les Français. Nous sommes un peuple qui, dans un moment que nous vivons qui est incroyable, peut faire confiance à un jeune homme de 39 ans. Mais Emmanuel Macron va vite changer de champ lexical et ça va faire beaucoup de bruit. À moins de 100 jours du premier tour, la campagne gagne en intensité, en férocité aussi. Le président Macron accorde dans la presse une interview qui va réveiller toute la classe politique. Le président a très envie d'emmerder les non-vaccinés. Ce franc-parler en ce début d'année présidentielle, c'est la mue du président en candidat. Et dans cette mue, il abandonne au passage sa politesse. Ce n'est plus le chef de l'État qui vous parle, c'est celui qui parle de vous et comme vous. Avançons calmement dans les débats et n'ayons tous qu'une seule boussole, l'intérêt des Français. La campagne s'invite désormais au sein même de l'hémicycle. Il ne visait qu'à empêcher le débat malgré l'urgence. Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que ce n'est jamais bon, c'est même inacceptable, car le respect fait partie de la vie politique. Excusez-vous des propos qui ont été tenus par le président de la République. C'est facile d'insulter les Français depuis une tour d'argent de l'Élysée sans qu'on puisse venir le chercher. Nous, notre objectif depuis le début de la journée, c'est de remettre le débat sur les bons rails, si je puis dire, pour pouvoir avancer. Le patron de La République En Marche nous invite dans un des bureaux de l'Assemblée. Je leur ai annoncé l'antre de Christophe Castaner. Entrez. Et ben t'as remis le truc sur les bons rails. Voilà. Pour savourer ce qu'il appelle une polémique utile. L'interview, elle arrive à un moment aussi très fort de la campagne. C'est pas un hasard. Enfin, les propos du président de la République sont millimétrés. Et le moment de l'expression est millimétré aussi, mais non pas seulement par rapport à des échéances politiques qu'il peut prendre en compte, mais par rapport à un combat. Le combat, c'est celui contre la Covid. À un moment donné, il faut aussi dire les choses et il faut responsabiliser ces citoyens qui mettent en risque d'autres citoyens. Et donc franchement, un président de la République qui nomme les choses, qui dit les choses, c'est ce que les Français attendent au moment où on est dans un combat. Les gens, ils n'ont pas du tout été choqués. Et c'est hyper, je trouve, représentatif de souvent la différence qu'on a avec le microcosme, entre guillemets, qui a une caisse de résonance, un certain bruit, et puis ce que pensent vraiment les gens sur le terrain, quoi, dans la vraie vie. Mais on sent qu'il a des fourmis dans les jambes, là, Emmanuel Macron, non? Souvent, voire tout le temps. Il a envie. Il l'a dit lui-même, donc on ne trahit pas un grand secret. Voilà pour les lieutenants du président Macron. Mais est-ce que le soutien est aussi franc et massif chez le principal allié politique du chef de l'État, François Bayrou? Vous auriez utilisé ce mot emmerder, vous, candidat? Je ne veux pas participer au concours des petites phrases. J'ai été frappé de voir, à ma grande surprise, pour tout dire, le nombre de messages que j'ai reçus. Je vous en ai montré quelques-uns. Le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui, au lieu de dire « c'est trop violent », disent « enfin ». Il était temps qu'on le dise. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont entendu vraiment,
Mais je sais à quoi ça fait écho. Ça fait écho à la montée d'un sentiment d'incompréhension et d'exaspération dans le pays. Ça, c'est pas bon signe pour la campagne telle qu'elle arrive. La campagne présidentielle, si vous me trouvez des bons signes sur une campagne présidentielle depuis qu'elles existent, venez me voir. Nous allons maintenant retrouver au QG d'Éric Zemmour, Philippe de Villiers. Lui aussi a soutenu le chef de l'État au début de son quinquennat, conseiller officieux sur plusieurs dossiers. Aujourd'hui, le divorce est largement consommé et les mots sont d'une grande violence. Il y a la responsable de la presse qui dit bon, non, on ne peut pas laisser cette phrase-là. Un président ne peut pas dire qu'il veut emmerder une catégorie de Français. Il le laisse. C'est un garçon qui n'est pas fini. C'est terrible de dire ça, quand vous avez été proche de lui et que vous l'avez soutenu. Mais je l'avais senti, je le voyais, quoi. Et j'étais même très proche, puisqu'il admettait, je lui disais, il faut vous corriger, Emmanuel, il faut grandir, il faut mûrir. Et donc, il n'a pas mûri. Des attaques formulées également en ces termes par le candidat Zemmour lui-même. Pour répondre justement aux critiques, le parti présidentiel entraîne son armée de porte-parole. Pour le moment, ils sont une dizaine. Bon, c'est une réunion tout à fait normale. Hein. Moi, je vois, il n'y a pas de caméra. Et la réunion de cette semaine, c'est d'abord pour définir le climat actuel. On voit bien qu'on a une rentrée sur les chapeaux de roue parce que tout le monde s'agite, etc. Et on le voit chez nos adversaires. Et en même temps dans le vide, parce que quand on regarde les objets de polémique qu'on a depuis le début de rentrée, on est sur des références qui sont totalement brouillées. C'est la conséquence du vide de ce qu'ils ont à proposer, en dehors du fait qu'ils veulent le pouvoir. Et donc nous, il faut qu'on réponde à la fois sur le fond et qu'on réponde avec méthode. La méthode, c'est notamment de savoir habilement jouer avec la presse. Face à un mur de journalistes, vous avez un message à passer, vous écoutez personne. Vous allez devant le mur, voilà mon message. Il y a 14 questions qui vont fuser d'un coup, vous choisissez celle qui vous intéresse, voire même, c'est pas compliqué, comme il y en a 14, vous répondez à la question que vous auriez aimé qu'on vous pose. Et comme ils sont 14, c'est pas un sujet. Place maintenant au fameux ressenti sur le terrain. Les meilleures phrases, les anecdotes les plus pertinentes remonteront jusqu'au président Macron. Après avoir fait pas mal de déplacements, moi j'ai discuté avec des gens qui n'étaient pas forcément des électeurs d'Emmanuel Macron, mais qui nous disaient oui, sur la gestion de crise, sur l'économie, il n'y a absolument rien à dire. Et donc si c'est nos meilleurs atouts, à mon avis, il ne faut pas se priver de les mettre en avant, quoi. Et de ne pas se laisser entraîner, à mon avis, dans les polémiques. On n'a rien à gagner et collectivement, ça ne nous grandit pas, vraiment. Moi, les retours que j'ai de Circo, effectivement, c'est l'interview du président, clairement, qui a marqué les esprits, mais dans le bon sens. Enfin, moi, j'ai des retours d'élus que ça a fait basculer, notamment des élus de droite, qui m'ont dit, on savait pas trop si... Parce que je les ai tous contactés pour les signatures. Oui, c'est ça. J'ai doublé mon nombre de parrainages là, cette semaine. Merci Manu. Oui, il nous a rendu service au final. Et aussi, l'angle qui marche très très bien, c'est que les LR défenseurs des territoires, il n'y a personne sur l'agriculture et la ruralité dans l'organigramme, dans l'armée mexicaine de Valérie Pécresse. Donc là, j'ai cogné dessus, ça infuse aussi. Et Zemmour est très présent dans la ruralité, contrairement à ce qu'on dit. Moi, j'ai des affiches collées partout. J'ai pas une affiche de Marine Le Pen, j'ai des affiches de Zemmour. Je pense que Zemmour est sous-évalué dans toutes les enquêtes d'opinion. Les incontournables enquêtes d'opinion. Particulièrement dures pour la candidate Hidalgo. Vous nous parlez de la longue agonie de la gauche, de gouvernement. Oui, c'est un spectacle pénible. Il faut prendre son microscope pour l'observer dans les sondages. Ce spectacle raconte quand même une histoire, les derniers soubresauts du socialisme. Nous avions laissé la candidate du PS favorable à une primaire de la gauche. Aujourd'hui, elle convoque ses lieutenants dans son QG parce qu'elle a changé d'avis. À la fois, la situation politique est loin d'être clarifiée. Nous sommes dans un brouillard très très épais, hein, bien sûr. Pour moi, très clairement, une primaire sans Jadot, mais entre nous et Christiane Taubira, n'a absolument aucun sens. Autour d'elle, le Parti socialiste est déchiré. Certains ont évoqué l'idée de jeter l'éponge. Alors la candidate lance un ultime appel à ses troupes. À partir de là, ce que je souhaite aussi, c'est que l'on soit mieux organisé, y compris dans nos prises de parole, y compris dans l'organisation de l'équipe, dans les porte-paroles, les équipes ripostes. Là, on rentre dans une phase où il faut
vraiment maintenant faire groupe, hein, être dans quelque chose qui est, on tire tous dans le même sens. Réunir, faire bloc, c'est d'autant plus difficile qu'un acteur est en train de chambouler toute la campagne. Il est 7h13, la politique. Un nouveau venu va totalement bouleverser le cours de l'élection présidentielle. Et oui, Omicron va complètement modifier le visage de cette élection sur la forme et sur le fond. Pas très joyeux tout ça, la forme d'abord, ça veut dire quoi? Une campagne rabougrie? Oui, une campagne sans meeting, triste comme un repas sans pain, mais oui, c'est probablement ce qui nous attend. Les meetings, les réunions publiques vont être très rares et en taille très réduite. Il ne reste que 3 mois avant le premier tour. Réunion de crise chez Marine Le Pen à huis clos. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Succès, joie, bonheur et surtout santé. Puisque c'est le sujet de démarrage de notre bureau de campagne. Par exemple, le week-end prochain, je vais à Perpignan, je suis censé rencontrer des gens. La personne qui loue la salle dit « Ah oui, mais non, c'est pas possible, il faut qu'ils soient tous assis. On devait leur offrir une collation, on n'a plus le droit à la collation. » Enfin, ça va devenir absolument infernal, quoi. Et au-delà de l'incertitude sur les réservations de salles, parce qu'il y a tout ça aussi, hein, objectivement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut sereinement transmettre des idées de cette manière-là. Convaincre, aller voir les gens, leur parler, parce que c'est ça une campagne présidentielle. Hein. N'en déplaise à certains, une campagne présidentielle, c'est pas poser ses fesses sur la chaise d'un plateau de télévision pour répondre à un journaliste. Hein. Voilà, s'ils envisagent de nous forcer à faire une campagne exclusivement médiatique, je crois que la démocratie se sera encore effondrée d'un cran supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a eu une campagne électorale tuée par les costumes de François Fillon la dernière fois. C'est pas le but. Bah, évidemment, le Covid a bon dos. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit aussi assez habile pour échapper à ça, parce que sinon, on se trouvera, nous et les autres, finalement, parce qu'il n'y a que Macron qui sort gagnant de ça. De l'autre côté de l'échiquier politique, au Parti communiste, les contraintes sont les mêmes. Mais dans l'état d'esprit, c'est le grand écart quand nous rencontrons Fabien Roussel en train de saluer ses équipes. Comment tu vas? Bienvenue. Bienvenue dans un monde merveilleux. Avec le Covid, tout l'agenda des prochaines semaines est à revoir. Ça va? Bon, on va regarder après comment on va s'organiser pour le télétravail. Voilà, bon, le tableau, il est à remplir. Vous avez effacé pas mal de trucs. Ah non, il y a toujours le entrée à l'Élysée là-bas. Fête à l'Élysée. Victoire de Fabien Roussel, fête à l'Élysée. Comment tu vas, mon poteau? On se dit bonjour. Olivier Marchais, le fils de Georges Marchais, figure historique du PC. Venez, meilleurs vœux, bonne santé. Les deux sont copains depuis le lycée. Aujourd'hui, Olivier est son conseiller le temps de la campagne. Bonne fête. Et une réunion arrive. À quelle heure? C'est à 10h30? Hein, le point, c'est 10h30? On peut pas avant? On a la salle, ouais, ok. 10h30. Réunion stratégique autour du Covid qui dérègle décidément toute la campagne. Après-demain, l'affiche officielle. Enfin, les meetings, quoi, pour se mettre d'accord sur les règles qu'on demandera de faire respecter. C'est important parce que d'abord, ça agite le débat politique, c'est normal, et les Français comprennent pas, et c'est normal, qu'on puisse avoir des règles différentes pour que ce soit des concerts, des manifestations sportives ou des manifestations politiques. On a déjà pris des décisions, c'est de proposer à chacune qui viendra à nos meetings un masque FFP2. On va faire en sorte que le masque FFP2 soit un masque FFP2 français, madame. Dans cette présidentielle, même les masques deviennent politiques. Se déroule pleinement parce qu'on sent que l'équilibre est pas facile. Je pense qu'il faut politiser, y compris les décisions qu'on prend sur nos meetings. Typiquement, comment expliquer que les partis politiques mettent à disposition des masques FFP2 et que l'État soit pas capable de les mettre à disposition des profs dans les écoles. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on prend une décision comme celle-là, il faut politiser à mort en montrant que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités comme il le devrait, quoi. Monsieur Roussel, vous avez peur que le Covid étouffe littéralement la campagne? Ça peut, mais à nous de créer les conditions pour traiter cette question de manière offensive.
Dans les prochaines semaines, le Covid va-t-il priver les Français de campagne sur le terrain? Les formules choc vont-elles rythmer tous les jours la campagne? Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Quand le président sera-t-il candidat et comment transformer les abstentionnistes en électeurs? Nous sommes déjà en plein cœur de la bataille de l'Élysée.